J'ai jamais pensé que mon père allait, se donner la mort, mais c'est vrai que la veille, j'ai eu un pressentiment. Juste après notre appel, je me suis dit: «Il est pas comme d'habitude». Bonjour Victorine, Bonjour. merci beaucoup d'être là. Bah, merci à vous de m'avoir invitée. Pour raconter ce qui vous est arrivé, j'aimerais qu'on revienne le 7 juin 2025. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Du coup, le 7 juin 2025, c'était une journée assez particulière. C'était la confirmation de ma sœur et elle devait, retrouver mon père pour, pouvoir, la faire. Mon père dans l'après-midi a appelé ma mère pour, lui demander d'assister à la confirmation de ma sœur pour qu'elle puisse, le remplacer parce qu'il finalement il pouvait pas y assister. Et donc ma mère l'a eu au téléphone un petit temps et elle est venue me dire qu'elle l'avait trouvé un peu, étrange, pas comme d'habitude. Et donc cette journée-là, j'ai pu appeler mon père pour, lui demander comment ça allait. Il m'avait témoigné quelques jours auparavant que c'était un peu difficile, mais que ça allait aller mieux. Et donc je voulais prendre de ses nouvelles et il m'a dit que c'était un peu, le quotidien était un peu compliqué, mais qu'il allait aller se promener, que ça irait mieux. Et suite à ça, on n'a pas eu d'autres conversations. Et c'est le lendemain, le 8 juin, je me suis réveillée par un appel inhabituel de ma mamie. Elle m'a demandé si je pouvais aller chez lui pour voir s'il allait bien. Et ce jour-là, donc je vais chercher ma sœur qui était, chez ma mère. Et je lui propose de m'accompagner parce que donc c'est mon autre sœur, pas celle qui devait faire la confirmation. Donc on est sur la route et à ce moment-là, je lui fais part de mes inquiétudes parce que, c'est bizarre, il répond à personne. On l'a appelé la veille, pas de réponse. On lui a envoyé un message, pas de réponse non plus. Et je lui dis, que c'est étrange parce que d'habitude quand on l'appelle, il est toujours là pour répondre, pour, nous envoyer des petits messages. Et sur la route, je lui fais part de ses inquiétudes, mais je reste quand même assez confiante dans le sens où je me dis: «Bon, il a peut-être cassé son téléphone, quoi, ça peut arriver et on verra en arrivant». Il faut savoir qu'entre chez ma mère et chez mon père, il y a que 5-10 minutes de marche. Ils étaient toujours très rapprochés, donc on avait on a toujours eu l'occasion de voir nos 2 parents, plusieurs fois par semaine. On oscillait entre les 2 maisons et du coup, on a eu de la chance de toujours, être très proches d'eux. C'est pas Je sais qu'il y a beaucoup de familles où les parents sont divorcés et les enfants voient moins régulièrement leurs parents, mais donc là, c'était c'était un jour comme un autre, quoi. Et donc on arrive chez lui et on voit que les volets sont, ouverts. Et on s'était dit: «Bah, peut-être qu'il est en train de dormir et que c'est pour ça qu'il répond pas». Mais je lui dis: je me tourne vers ma sœur, je lui dis: «C'est étrange quand même parce que, s'il répond pas et que les volets sont ouverts, on sait pas où il est parce qu'en fait, notre voiture était au garage à ce moment-là et donc il pouvait pas être loin. C'était pas possible qu'il soit parti très loin et comme il répondait pas depuis la veille, il avait pas pu aller faire les courses ou aller, je sais pas trop où. Et donc je me tourne vers ma sœur, je lui dis: «Bon, c'est bizarre, mais on va voir». J'essaye d'ouvrir la porte et la porte ne s'ouvre pas. J'essaye de forcer quand même sur le verrou, ça marche pas. Et donc là, je dis à ma sœur: «Mais c'est pas possible. C'est soit, il a bloqué la porte avec la clé, soit il a changé la serrure. Pourquoi j'arriverais pas à ouvrir la porte alors que j'ai réussi à l'ouvrir, 2 jours auparavant? Ça n'a pas de sens». Et elle me dit: «Bah oui, c'est bizarre, mais bon». Et en fait, j'essaye de taper le numéro de ma mère pour, lui demander quoi faire parce que, bah, on n'arrive pas à joindre mon père, on n'arrive pas à aller chez lui, c'est bizarre. Et à ce moment-là, ma sœur, regarde dans la boîte aux lettres qui est en fait, heu, imbriquée dans la porte et qui donne sur, quand on ouvre la boîte aux lettres, ça donne sur le couloir. Et donc on voit une partie de la maison. Et en fait, dans ce couloir, il y a les escaliers en colimaçon et du coup, on a une vue sur la maison et elle ouvre la boîte aux lettres et elle court dans la rue, elle me dit: «Regarde pas, papa est parti quoi, il est plus là». Et on a toutes les 2 compris qu'il y avait plus rien à faire. J'appelle quand même le 112 pour, dans un état de panique, j'appelle le 112. Il y a notre voisine qui nous a entendus, je pense, parce qu'elle ouvre la porte et elle nous demande ce qu'il se passe. Donc je lui passe le téléphone parce que on était toutes les 2 choquées et c'est ma voisine qui a pris le relais.
Mais du coup, il s'est avéré après que, enfin, les pompiers sont arrivés, puis tout s'est enchaîné, le SAMU, la police, et notre père était décédé. Il s'est enlevé la vie ce jour-là, ou la veille du coup. On sait pas trop. J'ai jamais pensé que mon père allait se donner la mort. Ça m'est jamais traversé l'esprit, mais c'est vrai que la veille, j'ai eu un pressentiment. Juste après notre appel, je me suis dit, il est pas comme d'habitude. Il a déjà eu des moments où ça allait moins bien, mais comme tout le monde. Et là, je l'ai vraiment senti étrange. Mais avant ça, jamais j'aurais cru penser qu'il allait commettre l'impensable. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il allait faire ça. Et durant la veille, j'ai eu un pressentiment, mais j'étais quand même assez, j'étais optimiste. Je me disais bon, c'est juste moi qui pense trop et j'overthink quoi, mais c'est pas. Non, franchement, le jour même, j'étais choquée. Je pensais pas que, en y allant, enfin, j'avais de l'espoir. Je savais que, enfin, j'allais le retrouver et que s'il répondait pas, c'était pour quelque chose de pas très grave, parce qu'il avait cassé son téléphone ou parce qu'il était chez un ami, je sais pas. Mais c'était pas pour ça. Il me semble qu'il avait laissé un mot. Oui, il a laissé un mot, encore une fois très bref. Il avait du mal, je pense, à, à dire tout ce qu'il vivait et tout ce qu'il ressentait. Mais il a laissé un mot pour tout le monde, pas seulement pour ses enfants. Et il explique que finalement, il se retrouvait dans une détresse psychologique et qu'il n'avait pas d'autre issue. Et que c'est la seule façon pour lui de, de mettre fin à ses problèmes. C'était la seule façon pour lui de mettre fin à ses problèmes. Et c'est tout. Il n'a pas dit plus de choses dans sa lettre. Vous nous expliquez que votre sœur, qui vivait encore avec lui, avait remarqué un changement dans son comportement depuis quelques semaines. Oui, alors ma plus jeune sœur vivait avec lui quotidiennement, donc tout le temps. Elle allait chez ma mère plutôt pour rendre visite, mais elle était vraiment chez lui plus souvent. Et, et elle m'avait expliqué, donc le jour de sa confirmation, en revenant, qu'elle le trouvait bizarre. Donc on l'a appris, c'était déjà trop tard, je pense. Enfin, on sait pas l'heure du décès, mais enfin, j'imagine que c'était trop tard. Elle m'a dit que elle le trouvait aussi bizarre ces derniers temps parce que il mangeait plus grand chose et il arrivait plus à faire à manger pour lui, mais il arrivait plus à faire à manger non plus pour elle. Et donc il lui laissait de l'argent pour qu'elle aille s'acheter des choses à manger, notamment des sandwichs. Et apparemment, il restait souvent dans son lit. Enfin, il avait un état dépressif, je pense. Donc il y avait une nuance entre ce qu'il était il y a quelques mois et là, les dernières semaines, durant lesquelles il arrivait même plus à subvenir à ses propres besoins, quoi. Elle savait s'il avait un problème au travail ou quelque chose comme ça? Non, il en parlait pas. Il nous disait pas ce qui allait pas. En fait, je pense qu'il voulait rester fort devant ses enfants. Et donc, il a pas voulu dire que ça allait pas. Et ça faisait des années enfin, je pense que ça faisait des années que ça allait pas parce que il a toujours voulu le cacher. Et même 2-3 jours avant, il le cachait bien. Je suis allée chez lui le 5 juin, je crois. Et il avait l'air comme d'habitude. Et, euh, et c'est juste ces dernières semaines où ponctuellement, il me disait que il avait du mal parfois, mais c'était très rare. Et dès qu'on commençait à poser les questions, il revenait un peu sur ce qu'il disait et il disait bon, mais ça va aller, ça va aller. Et du coup, on n'en parlait pas plus que ça. Il cachait très bien ce qu'il ressentait et comment il vivait les choses. Comment se sont passées les heures, les jours qui ont suivi ce 8 juin? Euh, alors, les jours après son décès, euh, c'était étrange, dans le sens où à des moments j'ai l'impression que j'étais dans le déni et que il allait revenir, qu'il était en vacances et qu'on le voyait pas parce que il était pas présent physiquement, mais qu'il était toujours là. Et à des moments il y avait enfin, il y avait des moments de réalisation durant lesquels c'était beaucoup plus compliqué parce que je prenais conscience qu'il allait plus être là maintenant, mais aussi sur le long terme, et que j'allais devoir continuer ma vie sans lui. Il y a eu beaucoup de démarches aussi, donc ça m'a pas mal occupée, et ça m'a
je suis pas restée toute seule avec mes pensées. J'avais tellement de choses à faire que je pouvais pas juste penser à son décès. J'étais enfermée dans des démarches administratives. Donc d'abord il y a eu les pompes funèbres. Il faut choisir un cercueil. Il faut choisir. Il a pas laissé de traces. On sait pas ce qu'il voulait, donc on a dû choisir pour lui et on a dû essayer de se dire ce qu'il aurait préféré avec ma sœur. Et donc déjà la première semaine elle est très chargée parce que on doit penser à l'enterrement. On doit penser à comme il s'est enlevé la vie. Il y a aussi une procédure judiciaire derrière, dans le sens où on fait un examen du corps, une autopsie, et on doit penser à rappeler le commissariat pour savoir comment ça avance, parce que ça prend du temps. On a envie de savoir comment ça va avancer. Et, et après, il faut prendre contact avec tous les organismes dont il était, je pense à la banque, l'électricité, il était propriétaire, donc il y a pas mal de choses. Il est abonné il a beaucoup d'abonnements, et il faut prendre contact avec tous ces organismes. Et après, plus tard, il faut aussi voir un notaire pour tout ce qui est succession. En tout cas, là, après 3 mois et demi, on est encore dans les démarches, et c'est vrai que c'est beaucoup de choses. On n'y pense pas forcément, mais c'est beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai que quand on est submergé par des papiers comme ça, j'ai l'impression qu'on réalise pas encore parce que on est trop occupé. Enfin, notre esprit est trop occupé pour régler déjà toutes ces choses-là. Durant ces 3 mois, j'ai voulu tout de suite m'occuper la tête. J'avais pas envie de rester chez moi à rien faire ou à ne faire que des démarches, parce que je savais très bien que avant son décès, j'étais quelqu'un de très vivant. J'ai toujours eu du mal à rester chez moi et à juste me poser. J'ai toujours besoin d'aller à droite, à gauche. Et donc, je me suis dit, j'avais déjà prévu des choses pour l'été. Je travaille en colonie de vacances, donc je gère des séjours dans les Alpes. J'avais prévu aussi de faire un camp surf avec des ados. Et je me suis dit que j'allais pas m'arrêter et ne pas vivre mon été parce qu'il est décédé, parce que je savais que si je ne faisais rien cet été, peut-être que j'allais m'empêcher de faire des choses après à l'avenir et repousser tout le temps. Et je me dis qu'il aurait eu envie que je fasse ce que j'avais prévu, donc j'ai fait les séjours que j'avais prévu de faire. Je suis partie en Grèce avec ma meilleure amie, et je suis bien contente de l'avoir fait parce que c'est comme ça m'a aidé à reprendre la vie, parce que le 8 juin, j'ai eu l'impression de décéder aussi. J'ai eu l'impression de mourir intérieurement. J'ai l'impression qu'il manquait une partie de moi et que jamais j'allais retrouver le sourire, jamais j'allais pouvoir euh, enfin, être heureuse des petits moments que je vis. Et c'est dans mon été et dans les séjours que j'ai fait, mon voyage en Grèce, que j'ai repris, que j'ai redécouvert ces petits moments de bonheur, et donc j'ai pu m'occuper l'esprit un petit peu, et ça a vraiment fait du bien. Est-ce que vous êtes suivi aujourd'hui, vous suivez une thérapie? Alors j'ai eu des rendez-vous avec des psys, et j'ai pu faire un point plusieurs fois en fonction de l'avancement de la situation au niveau de l'administratif, mais aussi de comment je me sens. Et donc ça m'a permis aussi de me rendre compte de comment je vais par rapport à la situation. Et oui, du coup, j'ai eu la chance d'avoir un suivi tout de suite après son décès. Et comment vous allez par rapport à la situation? Maintenant, je dirais que ça va un peu mieux. J'ai eu l'occasion de déménager aussi, donc j'ai eu un gros changement là en septembre, parce que je vis plus du tout dans la ville dans laquelle j'étais toute ma vie, de ma naissance jusqu'à maintenant. Et ça me permet aussi de tourner la page et de voir des nouvelles choses sans l'oublier, parce que j'ai envie qu'il continue de vivre à travers moi. C'était une personne très très solaire, et c'était le premier à faire des blagues, à rigoler, à, à- il était très drôle, et je pense que si on continue à vivre comme on vivait avant, il va nous traverser, dans le sens où il va
à travers nos blagues, il y aura une part de ses blagues. À travers nos sourires, il y aura une part de ses sourires et j'ai envie de continuer à parler de lui, peut-être à parler de cette situation pour moi, pour aller au-delà de ça, mais aussi pour aller mieux, mais aussi à parler de comment il était parce que généralement quand quelqu'un s'enlève la vie, on a tout de suite l'image de quelqu'un qui est triste tout le temps et qui est malheureux. Mais je pense que mes sœurs diront la même chose, mais moi je le vois pas comme ça. J'ai j'ai une image de mon père qui est joyeux et qui profitait de plein de petits moments de la vie, qui profitait des occasions comme nos anniversaires, comme Noël, et qui profitait aussi des journées au musée, des balades dans les rues de notre ville. Enfin, il a des moments joyeux et j'ai envie de le faire vivre en parlant encore avec mon entourage. Comment vous avez réussi en quelques jours, quelques semaines à directement avoir cet instinct de faut que je continue à vivre, il faut que je parte en vacances, il faut que je le fasse vivre à travers ce que je vais vivre aussi? Euh, Franchement, je sais pas. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais je sais pas. C'est votre personnalité, vous avez toujours été Peut-être, comme ça? peut-être. Généralement, quand j'ai des coups bas, j'ai envie de continuer à avancer parce que je sais très bien que si je commence à me laisser à me laisser aller, je vais avoir du mal à remonter après. Et donc j'ai l'habitude de vouloir faire des choses qui me plaisent dès que ça va un peu moins bien. Et là, je savais que ça allait être une période très compliquée et ça l'a été malgré le fait que j'ai fait des choses pour moi. Mais je sais très bien que si j'avais pas fait ça, ça aurait été plus compliqué après de remonter. Je suis contente d'avoir fait des voyages et des sorties pour continuer, parce que la vie continue pour nous malgré tout. J'entretiens des liens très proches avec beaucoup de personnes et je sais que je peux compter sur beaucoup d'entre eux. Il y en a beaucoup qui prennent de mes nouvelles quotidiennement, tous les jours, et avec qui je peux partager tout et n'importe quoi. Je peux partager mes pensées tristes, mais mes pensées joyeuses, mes réussites du quotidien. Et c'est quelque chose qui me pousse vraiment à continuer à vivre ma vie heureuse comme avant. Et je dirais aussi ma nouvelle vie à Paris parce que je viens pas de Paris et j'aime bien aussi m'engager dans des tout petits projets. Là, je commence un nouvel instrument, je reprends l'escalade après plusieurs années et c'est des choses, ça motive et ça donne envie de continuer à vivre pleinement. Vous parliez de vos amis et votre meilleur ami qui est avec vous aujourd'hui, qui vous accompagne. Euh, Comment vous lui avez annoncé la nouvelle et de quelle manière elle vous a soutenu? Pardon, pardon, désolée. Alors, on était déjà en train de parler la veille et je lui avais fait part de mes craintes quant à cette histoire. Je lui avais dit que j'avais peur qu'il fasse une bêtise parce que je vous avais dit que j'avais des pressentiments et c'est la seule personne à qui j'en ai fait part et elle m'a dit que ça irait et que ça pouvait être autre chose et je la croyais assez bien. Au final, on a découvert avec ma sœur qu'il était parti et j'ai pris quelques temps avant de lui écrire un message, peut-être quelques heures. Tout de suite, elle a été présente. Elle m'a dit: «Je vais poser un jour de congé pour venir aux obsèques avec toi». D'ailleurs, elle a joué un morceau aux obsèques avec moi qui me faisait penser à mon père et ça a rendu les funérailles très jolies, je trouve. Un morceau, donc c'était Mariage d'amour de Paul de Senneville. Très beau morceau au piano, si vous connaissez pas. Et du coup, depuis ce jour-là, je, je crois qu'il n'y a pas un seul jour où elle n'a pas pris de mes nouvelles et où elle ne m'a pas écrit. Et on a partagé beaucoup de choses. On sort assez régulièrement, au moins une fois par semaine, je dirais. Et, elle est très présente et elle est très juste dans ses réponses aussi. Elle sait toujours trouver quelque chose sur laquelle rebondir. Pardon, mais je me déconcentre. Et c'est ce que je trouve beau. Je vous observais avant le tournage et j'avais l'impression que votre solution, ce que vous avez trouvé toutes les deux, c'est pour désamorcer aussi tout ce qui peut être lourd, c'est le rire, c'est l'amitié. Ouais.
Et c'est c et il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la mort ou du suicide. Ce sont des sujets qui sont effrayants et je pense que je l'ai été aussi un jour. Et ce qui est bien, c'est aussi qu'elle est elle a pas de gêne par rapport à ça et je peux en parler autant que je veux. Elle va pas, se braquer et s'effacer. Elle va réagir et elle va rigoler à mes blagues avec moi. Elle va pas elle va pas en avoir peur ou être gênée et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas comment réagir et qui disent: «Oh, je suis désolée», et qui après, s'effacent un peu dans le sens où elles ont peur de dire quelque chose de déplacé ou de mal réagir, par rapport à l'une de mes phrases. Alors que si j'en parle, c'est que je me sens à l'aise d'en parler avec, une personne. Il y a des moments où je suis un peu triste, hein, enfin, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, mais quand je suis avec les autres, j'ai pas envie d'apporter, ma tristesse, j'ai envie d'apporter ma joie et donc c'est quelque chose de toute façon c'est quelque chose, c'est primordial pour moi, j'en ai besoin et je pense que mon entourage en a aussi besoin parce que, j'ai pas envie qu'ils se sentent impuissants et qu'ils aient peur de venir vers moi parce que c'est encore une fois, je disais, c'est quelque chose qui fait peur et généralement on a peur de pas avoir les mots, ou de pas savoir accompagner quelqu'un qui se retrouve, dans cette situation et donc on n'ose plus trop aller vers cette personne. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression de ça avec certaines personnes de mon entourage et je le comprends totalement. Je pense que si j'avais été dans leur peau à eux, j'aurais eu du mal moi aussi à aller vers des personnes qui ont vécu cette situation parce que je vais pas oser. Mais justement, je préfère qu'on ose et jamais, je remarquerai une gaffe. C'est important pour moi de pouvoir discuter avec des personnes, donc si elles sont là, c'est le principal. Vous me disiez que le plus important pour vous aussi, c'était de se rappeler de lui comme une personne joyeuse, comme une personne rigolote. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, de tout ce qui était lumineux chez lui? Il faisait toujours des blagues, assez, déplacées. Je pense que c'était le seul à les comprendre, mais c'est ça qui était drôle, on le il faisait une blague, on comprenait pas, il rigolait, on rigolait et qu'est-ce qu'il faisait de drôle? Il avait ses petites habitudes aussi qui étaient marrantes. Il nous faisait, des repas spéciaux. Je pense que personne, mangeait ce qu'il nous faisait à manger, mais c'est plein de petites choses. Il était toujours très très joyeux. Il y a pas un moment où on l'a vu triste, il y a pas un moment où on l'a vu avec une larme à l'œil. Il était toujours, même en revenant après une journée chargée de travail, il avait envie de nous faire rire et de partager des moments avec nous et il l'a toujours fait, le sourire aux lèvres et dans la bonne humeur et ça l'a été dans les petits moments du quotidien comme dans les grandes occasions et j'ai pas d'exemple précis là maintenant mais je sais que quand je l'imagine dans ma tête, je le vois avec son sourire et son rire, enfin son non, je sais pas, enfin je le vois avec son sourire, quoi. C'était il y a 3 mois. Vous choisissez aujourd'hui de venir témoigner. Je vous ai déjà posé la question plus tôt, mais j'aimerais vous la reposer maintenant. Pourquoi vous avez souhaité témoigner 3 mois après Heu votre papa? Alors, j'ai souhaité témoigner 3 mois après, déjà parce que là, c'est un mois, de prévention contre le suicide et donc c'est quelque chose on le voit déjà beaucoup dans les médias et sur les réseaux sociaux, donc ça ressasse un peu toute cette histoire et peut-être que je l'aurais pas fait tout de suite si, c'était pas le mois de prévention contre le suicide parce que je pense encore être dans une phase de deuil, voilà, je pense que le deuil s'arrête jamais mais ça reste très rapproché, c'est une histoire qui c'est très récent et donc peut-être que j'aurai un autre discours à l'avenir. Mais je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que, il y a encore, enfin, c'est quelque chose, je pensais jamais que ça allait me toucher, enfin nous toucher, ma famille et moi et parce que pour tout le monde, ça arrive aux autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres et ça peut, arriver à n'importe qui demain et j'aurais peut-être dû là, je suis encore dans la culpabilité alors que je peux enfin, il faut pas, mais peut-être que j'aurais dû, alerter tout de suite dès que j'ai su que ça allait pas trop. Mais encore une fois, je pensais pas que c'était aussi profond et du coup, je pense qu'il faut qu'on continue à en parler pour que, d'une part, les personnes qui se sentent pas bien et ont envie de mettre fin à leur jour puissent comprendre aussi le point de vue de l'entourage.
peut-être que parfois ça peut freiner des personnes et ça peut, les pousser à aller chercher de l'aide, soit auprès de leur entourage, mais aussi soit auprès de personnes enfin professionnels de la santé et si ça peut permettre aussi d'avoir, pour les personnes qui vivent la même situation ou qui ont des proches qui, ont déjà, fait des tentatives de suicide, de pouvoir, se retrouver dans mon histoire ou se retrouver, retrouver quelque chose d'assez similaire chez eux et ça des fois ça peut aider de se dire qu'on n'est pas seul